Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commencer un nouveau chapitre sur la combustion et les carburants. Alors tout d'abord, pour faire une combustion, quelques rappels. Il nous faut pour cela un comburant, donc quelque chose qui fait brûler, un combustible, quelque chose qui brûle, et pour que tout cela se déroule, il nous faut une énergie d'activation, quelque chose qui va lancer la combustion, une source de chaleur, une flamme, etc. Donc ça, c'est la base de la combustion. Donc pour que cette réaction chimique ait lieu, il nous faut une espèce qui brûle, qu'on appelle le combustible, et un corps qui permet la combustion, c'est-à-dire le comburant. Troisième composante nécessaire, c'est l'énergie qui doit être présente pour amorcer la combustion, qu'on appelle l'énergie d'activation. Alors si on regarde les combustibles, il peut y en avoir différentes sortes. Ils peuvent être solides, tels que le charbon, le bois, les granulés, liquides, tels que le fuel, ce que l'on met dans la voiture, ou alors gazeux, ce que vous avez peut-être chez vous, le propane, le butane, etc., qui sont des gaz que l'on met dans des bouteilles. Alors, le comburant, il est souvent le dioxygène, puisqu'on le trouve dans l'air, mais il en existe d'autres, tels que l'ozone, les halogènes, etc. Une combustion réalise une conversion d'énergie. Cette énergie de départ, elle est chimique, c'est combustible, et elle le transforme en énergie thermique. Alors, une réaction de combustion, elle peut être complète ou incomplète. En ce qui nous concerne, elle sera essentiellement complète. Alors complète, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a assez de dioxygène pour que chaque atome de carbone se combine avec deux atomes d'oxygène. On obtient alors deux produits, du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Et c'est toujours le cas. Si par contre l'alimentation en dioxygène n'est pas suffisante, dans ce cas-là, on se retrouve dans une combustion qui est incomplète. Et on a production de monoxyde de carbone, qu'on note CO, qui est un gaz toxique incolore, inodore, et d'eau. Donc, on doit souvent écrire l'équation de réaction. Et l'équation de réaction, elle s'écrit toujours de la même façon pour les combustions. Vous avez le combustible, plus une certaine quantité de dioxygène, et ça va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Les facteurs A1, A2, A3 sont des nombres, d'accord, qui peuvent être des nombres entiers la plupart du temps, mais qui peuvent aussi être des fractions, des demi. Parce que ce qu'on va essayer d'avoir, c'est toujours garder le combustible avec un coefficient de 1 devant lui. D'accord ? Donc ici, il n'est pas indiqué, ça signifie 1. Et donc ces coefficients A1, A2, A3, on appelle ça des nombres stoichiométriques, qui sont les facteurs qui indiquent dans quelle proportion les réactifs réagissent et les produits sont formés. Par exemple, ici, on pourrait avoir les coefficients 2, 3 et 2. Ça signifierait que donc une molécule de combustible réagit avec 2 molécules de dioxygène pour donner 3 molécules de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Prenons un exemple ensemble. Alors, nous avons ici le combustible qui est du propane. Donc, le combustible, on va le noter. On lui ajoute du dioxygène et on sait que cela va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les coefficients. Alors pour cela, lorsqu'on équilibre une équation de combustion, c'est très simple. On doit toujours le faire dans le même ordre, c'est-à-dire d'abord les carbones, ensuite les hydrogènes et enfin les oxygènes. Donc on va tout simplement regarder combien de carbone on a à gauche et combien de carbone on a à droite et ajuster en fonction. Donc ici par exemple, on a 3 carbones de ce côté-là. On n'en a qu'un de ce côté-là. Donc il nous en faut aussi 3 de l'autre côté. Alors, la seule chose que l'on peut faire, c'est jouer sur le nombre de chaque molécule. On ne peut pas changer les molécules elles-mêmes. Donc par exemple, je ne peux pas venir rajouter un 3 ici, ça ne fonctionne pas, puisque la molécule c'est du dioxyde de carbone, je ne peux pas y toucher. Ce que je peux faire par contre, c'est prendre plusieurs molécules de dioxyde de carbone. Donc pour avoir les 3 carbones que j'ai à gauche, eh bien je vais tout simplement mettre 3 carbones à droite. Je m'occuperai des oxygènes après. Je regarde maintenant les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en ai 8 de ce côté-là, je n'en ai que 2 de ce côté-là. Je vois que chaque fois que je prends une molécule d'eau, j'augmente de 2 le nombre d'hydrogènes.
Donc, pour arriver aux 8 hydrogènes que j'ai ici, il me faudra 4 fois 2 pour arriver à 8 de ce côté-là. Donc je vais tout simplement rajouter un 4 à ce niveau-là. Une fois que j'ai ça, je vais faire le bilan des oxygènes. Donc de ce côté-là, si je regarde ici, j'ai 3 fois 2, c'est-à-dire 6 oxygènes. De ce côté-là, j'ai 4 fois 1, c'est-à-dire 4 oxygènes. Soit un total, ici, de 10 oxygènes. D'accord ? De l'autre côté, je n'en ai que 2. Je vois que je ne peux les prendre que par paquet de 2 ici. Donc pour avoir 10 à la fin, je vais devoir prendre 5 paquets de 2. Et voilà l'équation qui est équilibrée. Donc maintenant, je vous laisse faire les 2 autres exemples. Vous faites pause, vous les faites et vous revenez et je vous montre la correction. Bien, donc dans le deuxième cas ici, le combustible, c'est de l'octane. Vous voyez qu'on a exactement les mêmes choses. Plus O2 donne CO2 plus H2O, donc rien ne change à ce niveau-là. On a juste, comme d'habitude, les carbones, ça fait 8. Les hydrogènes, 18, mais vu qu'on les prend par paquet de 2, il en faut 9. On compte le nombre de total d'oxygène, donc ça fait 8 fois 2, c'est-à-dire 16, plus 9, 25. 25, le problème, c'est que ça ne se divise pas par paquet de 2. Donc, dans ce cas-là, on va marquer 25 demi. Donc 25 demi fois 2, ça va bien faire 25 de ce côté-là. Le troisième maintenant, on commence de la même façon, on écrit le combustible plus le dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau. On a 2 carbones de ce côté-là, donc on prend 2 dioxyde de carbone de ce côté-là. On a 6 hydrogènes à gauche, donc il nous faut 3 paquets de 2 à droite. On regarde le total des oxygènes, ça nous fait 2 plus 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3, donc 4 plus 3, on a 7 oxygènes à droite. À gauche, on en a 1 ici, donc on l'enlève, ça fait plus que 6 qu'il nous faut, qu'on prend par paquet de 2, donc pour avoir 6 au total, ça fait 3 paquets de 2, 3 fois 2, 6. Voilà ces équations équilibrées. Donc une fois qu'on a ces équations, on va pouvoir déterminer les quantités consommées en combustible, en dioxygène, ainsi que les quantités formées de dioxyde de carbone et d'eau. Et on va pouvoir aussi à partir de ça, calculer l'énergie dégagée par la combustion. Donc ça c'est notre nouvelle partie. Bien, faisons tout ceci sur un exemple. On nous dit ici que l'on brûle 800 ml d'hexane. On nous donne sa formule brute dans du dioxygène. En excès, donc la combustion est complète. On nous dit aussi que la densité de l'hexane vaut 0,655. Donc la densité, en fait, c'est pareil que la masse volumique en grammes par millilitre ou en kilogrammes par litre. Donc ici, ça veut dire que 1 millilitre d'hexane pèse 0,655 grammes. Donc à partir de ça, on va pouvoir répondre à la première question. Donc la première question qui nous dit de calculer la quantité de matière d'hexane brûlée en nous donnant les masses molaires du carbone et de l'hydrogène. Alors pour calculer la quantité de matière, on va utiliser cette formule. Petit n égale petit m sur grand M. Donc n c'est la quantité de matière, m c'est la masse de combustible et grand M c'est la masse molaire. Alors calculer la masse molaire, c'est facile si on connaît la formule brute. Donc pour calculer la masse molaire de l'hexane, c'est 6H14 ici, on va tout simplement voir qu'il est constitué de 6 carbones et de 14 hydrogènes. Donc en fait, on va faire 6 fois la masse d'une mole de carbone plus 14 fois la masse d'une mole d'hydrogène, puisqu'il y a 6 et 14 ici. On remplace les masses molaires du carbone et de l'hydrogène par leur valeur, c'est-à-dire 12 pour le carbone, 1 pour l'hydrogène. On effectue ce petit calcul et on trouve ici 90 grammes par mol. Donc on a la masse molaire. Le problème ici, c'est que l'on n'a pas la petite masse M, la masse de combustible. Donc il va falloir la trouver. Et pour ça, on va le faire à partir du volume. Alors, pour trouver la masse à partir du volume, on va utiliser tout simplement la formule qui nous permet de calculer la masse volumique, ρ, qui est égale à la masse divisée par le volume.
On en déduit donc que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. On n'a plus qu'à faire ce petit calcul. La masse volumique, c'est 0,655 grammes par millilitre. On avait 800 millilitres, ce qui nous fait un total donc de 524 grammes. Ok, une fois qu'on a cette masse, on va pouvoir appliquer cette formule. On a tous les éléments. Donc on fait la masse qu'on vient de calculer, 524, divisé par la masse molaire qu'on a calculée précédemment, qui est 90, et on trouve 5,8 moles de combustible. On passe à la deuxième question. Donc on nous demande d'écrire et équilibrer l'équation de la réaction. Donc là on fait comme on a fait tout à l'heure. On part de cette formule du combustible plus le dioxygène, on produit du dioxyde de carbone et de l'eau, puisque la combustion est complète. On va pouvoir maintenant équilibrer tout ça. On fait comme d'habitude, on regarde, on voit qu'on a 6 carbone à gauche, donc il va nous falloir 6 CO2 à droite. On regarde les hydrogènes maintenant, on en a 14 à gauche, on sait qu'on les prend par paquet de 2, ça nous fait donc 7 molécules d'eau ici. On n'a plus qu'à regarder les oxygènes, on en a ici 2 x 6, c'est-à-dire 12 oxygènes, et de ce côté-là, 7 x 1, c'est-à-dire 7 oxygènes. Au total, ça nous fait donc 19 oxygènes. On ne peut pas diviser ce nombre-là par 2, c'est pas grave, on va tout simplement marquer 19 demi ici. Bien, une fois qu'on a cette équation, on peut maintenant facilement calculer la troisième question, c'est-à-dire la quantité de matière consommée en dioxygène et produite en dioxyde de carbone. Alors, pour cela, on regarde cette équation et on constate que une molécule de C6H14 réagit avec 19 demi-molécules de dioxygène. On peut dire la même chose avec des moles. Une mole d'hexane réagit avec 19 demi-moles de dioxygène. Donc, je peux maintenant écrire ça tout simplement ici, en disant que 1 C6H14, une mole, va donner 19 demi de dioxygène. J'en avais pas une mole de C6H14 d'hexane, j'en avais 5,8 moles. Donc, on va tout simplement faire un produit en croix. Ici, on va multiplier ça par ça, 1 et diviser par 1. On fait ce calcul et on trouve 55,1 moles de dioxygène. On fait exactement la même chose maintenant pour le carbone, le dioxyde de carbone. Donc ici, on avait une mole d'hexane. On voit que ça nous donne ici 6 molécules de dioxyde de carbone. Donc une donne 6. J'en ai 5,8 au début. Donc je multiplie 5,8 par 6 et je trouve 34,8 moles de dioxyde de carbone. Voilà pour cette partie-là. On passe à la dernière question. La dernière question qui nous demande de déterminer la masse de CO2 produite, sachant que on a masse molaire du carbone et masse molaire de l'oxygène. Donc cette fois, on a une quantité de matière petit n. On veut la masse petit m. Donc la quantité de matière, je vous le rappelle, on vient de la trouver, 34,8 moles. On peut calculer la masse molaire du dioxyde de carbone puisqu'on connaît sa formule brute et on connaît les masses molaires de chacun des éléments. Il ne nous reste donc plus que le petit m à déterminer. Donc cette formule-là, on va la retourner puisqu'on avait n égale petit m sur grand M, mais ce qu'on cherche nous, c'est le petit m. Donc on va tout simplement dire que petit m, c'est petit n fois grand M. D'accord ? Attention, je vais l'indicer ici pour dire que cette fois, ce n'est plus la masse molaire de C6H14, mais c'est la masse molaire du dioxyde de carbone. Je calcule cette masse molaire du dioxyde de carbone. Je vois que c'est 1 carbone, donc une fois la masse molaire du carbone, plus on a 2 oxygènes, donc 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Une fois la masse molaire du carbone, c'est 12, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, ce qui va nous donner une masse molaire de 44 grammes par mol. On a la masse molaire, on peut alors calculer, donc tout ça, c'est
la question 4, on peut alors calculer la masse petit m. Donc, on prend la quantité de matière qu'on a calculée avant, c'est-à-dire C34,8 ici. On multiplie ça par la masse molaire du dioxyde de carbone, c'est-à-dire 44, et on n'a plus qu'à faire ce calcul. Et on trouve 1531 grammes, ce qui fait à peu près 1,5 kg. Donc, en brûlant 800 ml d'hexane, on a produit 1,5 kg de dioxyde de carbone, donc des quantités assez importantes. Alors, résumons un petit peu la méthode qui va toujours être la même. Donc ça, vous pouvez le noter sur un petit papier à côté. Donc, on a ici le volume de départ du combustible. Donc ça, c'est ce qu'on va nous donner toujours au départ. À partir de ce volume, on va devoir calculer la masse de combustible. Et pour ça, on va utiliser la relation de la masse volumique qui nous dit que c'est la masse divisée par le volume. Donc ce qui signifie ici tout simplement qu'on va se retrouver avec la masse qui est égale à la masse volumique fois le volume. On fait bien attention aux unités par contre. Une fois qu'on a la masse, on peut en déduire la quantité de matière si on connaît et on calcule la masse molaire du combustible. On en déduit la quantité de matière, N combe. On écrit et on équilibre l'équation, ce qui va nous permettre d'avoir les coefficients stoichiométriques. Et à partir de cette équation, on va pouvoir déterminer la quantité de matière produite de dioxyde de carbone, d'eau, et la quantité de matière de dioxygène qui a été consommée. Pour faire ça, on fait des produits en croix, comme on a vu dans l'exemple. Une fois qu'on a les quantités de matière, alors selon les exercices, on peut nous demander l'une ou l'autre, on va pouvoir remonter jusqu'à la masse de dioxyde de carbone, d'eau ou de dioxygène, en utilisant à chaque fois la même formule qui nous dit que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. La seule chose qui change, c'est qu'ici, on va bien utiliser la quantité de matière de CO2 et la masse molaire du CO2, puisqu'on cherche la masse de dioxyde de carbone. Dans le cas de l'eau, c'est la même chose, sauf que cette fois, je l'ai mal écrit, pardon, sauf que cette fois, ici c'est M et ici c'est N. On a la masse d'eau, qui sera la quantité de matière d'eau calculée juste avant, multipliée par la masse molaire de l'eau. Et ici, je ne l'ai pas marqué pour l'oxygène, mais c'est exactement la même chose. La masse d'oxygène, ce sera la quantité de matière de dioxygène qu'on a calculée là, multipliée par la masse molaire du dioxygène. Donc c'est tout le temps pareil. Donc une fois qu'on a compris la méthode, on ne peut plus se tromper, d'accord? Donc il n'y a que ces deux formules qui sont utilisées ici. La formule de la masse volumique, ρ égale m sur v, et la formule de la quantité de matière, n égale petit m sur grand M. Et ensuite, on va juste manipuler ces deux formules pour obtenir le résultat qui nous intéresse. Ici, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien indicer les choses. Donc, de bien marquer que c'est la quantité de matière de CO2 que vous calculez, de marquer que c'est la masse molaire de CO2 que vous utilisez, etc., que c'est le volume de combustible. Donc ici, je ne l'ai pas mis partout, mais prenez cette habitude de toujours marquer les indices de partout, de manière à ce que vous sachiez bien sur quoi vous travaillez. Parce que c'est là qu'on peut se tromper, c'est faire des erreurs sur les valeurs que l'on utilise en fonction de la situation. Donc voilà pour résumer un petit peu la méthode d'utilisation ici de cette équation et le calcul des quantités de matière et des masses à partir de cette équation. Vous aurez l'occasion de vous entraîner sur des exercices, mais voilà la méthode à retenir. Donc, si on s'intéresse rapidement maintenant aux catégories de carburants, donc il y en a plusieurs types de carburants. Il y a ceux issus de la pétrochimie, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, qui alimentent les moteurs thermiques, l'essence, le gasoil, le fuel, etc., donc sous forme solide, liquide ou gaz. On a les biocarburants, qui sont fabriqués à partir de la biomasse, par exemple donc, tous les déchets, les résidus végétaux, animaux, etc. Donc à partir de ça, on va fabriquer du biodiesel ou du bioéthanol. Et enfin, récemment, on utilise les algues, donc certaines algues, des micro-algues, qui permettent de fabriquer des algocarburants. Alors si on regarde un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun, donc les traditionnels ici, leur avantage c'est que le prix est relativement faible. Par contre, elles produisent des gaz à effet de serre, beaucoup de dioxyde de carbone, et elles sont non renouvelables. Donc on en a un stock limité. Les agrocarburants, eux,
leur avantage, c'est qu'ils ne contribuent pas globalement à l'émission de gaz à effet de serre. Alors pourquoi globalement? Parce que quand on les brûle, ils fabriquent bien sûr du dioxyde de carbone. Mais pendant qu'ils ont poussé, donc si on prend des végétaux par exemple, ils ont consommé du dioxyde de carbone. Donc globalement, on a un retour ici qui est nul, c'est-à-dire elles ont consommé tout le dioxyde de carbone qu'elles vont générer lorsqu'on va les brûler. Donc de ce fait-là, pas d'augmentation de gaz à effet de serre, donc de dioxyde de carbone. Par contre, le désavantage, c'est que ça revient assez cher, c'est assez compliqué de le fabriquer, parce qu'il faut beaucoup de terres cultivables. Donc c'est le problème, c'est qu'il faut de grands espaces. Et on se retrouve avec une situation où pour fabriquer du carburant, on sacrifie la fabrication de végétaux pour l'alimentation. Et donc ça crée une pénurie en alimentation. Et enfin les algocarburants, donc même avantage que les agrocarburants, pas de problème de gaz à effet de serre. Par contre, le prix de revient pour le moment est très élevé, donc à développer. Dernière partie ici, c'est l'énergie dégagée par une combustion. Alors l'énergie dégagée par une combustion, chaque fois que vous brûlez, vous dégagez de l'énergie sous forme thermique. Et on va utiliser ce qu'on appelle l'enthalpie de combustion, qu'on note ΔCH0. Donc ΔH c'est l'enthalpie de façon générale, variation d'enthalpie, et le petit c pour dire que c'est une combustion. Donc c'est l'énergie thermique libérée par la réaction complète d'une mole de combustible avec le dioxygène. Donc ça s'exprime en joules par mole, l'énergie libérée par une mole. Comment on la calcule? C'est très simple. Pour calculer l'énergie thermique dégagée par une combustion, qu'on va noter Q de la combustion, c'est le nombre de moles de combustible multiplié par l'enthalpie de combustion, donc l'énergie que produit une mole. Donc si vous avez 10 moles de combustible, vous avez par exemple 200 joules par mole, eh bien vous faites 10 fois 200 joules par mole, ça vous fait 2000 joules, tout simplement. On applique ça sur un petit exemple ici. Donc on a 250 grammes de butane et son enthalpie de combustion vaut ΔCH0 égale moins 2,66 mégajoules par mol. Alors on peut être surpris par ce moins, qui est pourtant assez logique, puisque c'est une énergie qui est libérée par la combustion. Donc vu qu'elle est libérée, on sait que quand on perd de l'énergie, cette énergie est négative, comme on l'avait vu dans les changements d'état par exemple. Donc ici, c'est normal que cette enthalpie de combustion soit négative, puisqu'on va libérer de l'énergie. Alors pour appliquer le calcul qu'on a vu juste avant, ici, on voit qu'il nous faut la quantité de matière. Or, ce que l'on a, nous, c'est la masse molaire. La masse, pardon. Donc, il va falloir calculer la quantité de matière. Rien de nouveau ici, on réutilise exactement la même formule qui nous dit que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire du butane. Donc, ici, on n'a même pas besoin de faire le calcul puisqu'il nous est déjà donné. Donc, la masse, c'est 250 grammes. La masse molaire, elle nous est donnée ici, c'est 58 grammes par mol. On n'a plus qu'à faire ce petit calcul. Et on trouve tout simplement 4,3 mol. Une fois qu'on a cette quantité de matière, on peut calculer facilement l'énergie de combustion, qui nous dit que c'est la quantité de matière multipliée par l'enthalpie de combustion. Donc on fait 4,3 multiplié par moins 2,66 mégajoules par mol. Donc on n'oublie pas que ici on a des mégajoules. Donc le résultat sera en mégajoules. Et on fait ce calcul-là, donc, et on trouve tout simplement 11, à peu près 11,5 mégajoules d'énergie. Donc vous voyez ici qu'on a rapidement des grandes énergies qui sont fabriquées. 250 grammes de butane, ça paraît peu, ça produit quand même une énergie relativement conséquente, 11,5 mégajoules. Mais il nous reste une dernière petite chose, parce que généralement dans le monde réel, on utilise rarement les moles, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer facilement, il faut faire des calculs pour le trouver. Donc on va plutôt parler en kilogrammes de combustible. Et pour ça, on va utiliser cette notion du pouvoir calorifique inférieur, donc c'est le PCI.
C'est la même chose que l'enthalpie, sauf que cette fois, au lieu d'être l'énergie pour 1 mol, c'est l'énergie pour 1 kg. Donc ça s'exprime en joules par kilogramme. Donc ici, si on connaît la masse de combustible, eh bien, il suffit de multiplier par le PCI, qui est facilement trouvable dans les bases de données, pour calculer l'énergie qui a été fabriquée. Donc ici, si on regarde ceci sur un exemple, on cherche cette fois la masse de butane nécessaire pour dégager 3,96 fois 10 puissance 6 joules. On nous donne le PCI de 49,5 mégajoules par kilogramme. Donc on va tout simplement appliquer la formule et la retourner un petit peu. La formule, elle nous dit que l'énergie, c'est la masse de combustible fois le PCI. Mais ce que l'on cherche, nous, ici, c'est la masse de combustible. Donc c'est lui. Donc de ce fait-là, on va devoir tout simplement retourner un petit peu la formule pour que on puisse obtenir que la masse de combustible, ça va être l'énergie totale divisée par le PCI. L'énergie totale ici, c'est 3,96 fois 10 puissance 6. On divise ça par le PCI qui est de 49,5, attention, mégajoules. Donc, vu qu'on a des joules avant, il va falloir le mettre en joules. Donc, 10 puissance 6 pour avoir des joules. Et on peut alors tout simplement faire ce calcul, donc qui revient à faire 3,96 finalement divisé par 49,5. Et on trouve 0,08, attention à l'unité, puisque le PCI est en joules par kilogramme, on obtient des kilogrammes, ce qui nous fait donc ici 80 grammes. Voilà pour cette partie-là. Donc ici, vous avez tous les éléments de ce cours sur tout ce qu'on a besoin de savoir faire sur les combustions. Donc c'est un petit peu perturbant au départ parce que vous avez ces notions de chimie, ces formules chimiques que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser qui reviennent, mais globalement c'est très simple et c'est surtout tout le temps la même chose. Donc vous allez vous entraîner maintenant sur les exercices et vous devriez y arriver sans problème. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.